if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Euh, Après cette petite semaine de pause, malheureusement, c'était pas forcément prévu. Voilà, j'ai fait face à un petit problème technique qui m'a empêché de tourner des vidéos pendant cette semaine, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. On revient aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas trop manqué, en tout cas en cette courte absence. En tout cas, je reviens à la Ligue 1 par. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est les timings de la vie. Mais c'est pas grave parce que on a quand même droit à des matchs internationaux, et ce dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, c'est ce pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo un petit peu. Alors, on va parler un petit peu du match France-Azerbaïdjan qui s'est joué hier soir. Mais pas que. Voilà, j'avais envie de faire un petit état des lieux de l'équipe de France euh, en octobre 2025. Ça fait combien de mois avant la Coupe du Monde? Ça fait 8 9 mois, peut-être un peu plus. Ouais, les calculs, c'est pas mon fort, ça doit être ça. Mais voilà, faire un petit état des lieux de notre équipe de France euh, en amont de la Coupe du Monde. On en parlera bien plus précisément et on en saura beaucoup plus évidemment à la fin de la saison. À la fin de la saison, tout simplement, avec l'arrêt des championnats. Parce que la Coupe du Monde se déroulera du coup cet été 2026 aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais alors du coup ce sera partagé entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc voilà, trois nations qui vont accueillir cette Coupe du Monde cette année. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à ça, comment je perçois l'équipe de France en cette fin d'année civile, même s'il va rester encore un peu de match à jouer. Malheureusement ou heureusement, ça dépend, parce qu'à chaque fois, on a des gens qui sont énervés de voir la trêve internationale arriver à chaque fois couper le championnat. Je peux les comprendre, c'est vrai que des fois on a un peu de droit à des matchs inutiles, avec des compétitions inventées de toutes pièces pour parfois des raisons qui ne sont pas sportives, hein. Disons-le clairement, il y a aussi beaucoup de business et d'économie dans ce milieu. Donc parfois c'est un peu énervant. C'est vrai que quand on a eu l'apparition de la Ligue des Nations, ça en a fait parler plus d'un et il y a eu des critiques. Moi, si je peux donner mon avis personnel, de toute façon on est là pour ça, hein, vous savez. Je suis pas forcément fan de ça. Je trouve que ça coupe encore plus les championnats. En plus, parfois, on a des clubs qui ont du mal à laisser partir leurs joueurs en sélection. Euh, Il y a des joueurs qui se blessent aussi parce qu'ils jouent beaucoup trop de matchs dans l'année. Donc c'est vrai que rajouter des compétitions internationales, mais pas que, hein, ça fait partie aussi du package. Quand je vois la Coupe du Monde des clubs cet été, bon ça n'a pas été créé cette année, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'ajout de nouvelles compétitions pour des raisons économiques, hein, on va pas se raconter de salade, hein. C'est très bien Chelsea qui gagne la Coupe du Monde des clubs cette année, ça fait un trophée super, mais en attendant, bah voilà, on n'est pas dupe, quoi. On sait pourquoi c'est organisé. Donc ouais, parfois c'est un petit peu, on s'y perd un peu et on a du mal à voir pour quelles raisons justement ces compétitions-là elles sont, elles sont faites tout simplement. Mais bon, là, la trêve internationale, on n'est pas dans ce cas de figure-là. On est dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde, comme je l'ai dit. Plus précisément, qualification pour la zone Europe, parce que je rappelle que les qualifications se font par zone géographique. Donc on a la zone Europe, dans laquelle la France se situe. Merci Lorik, hein, de ce petit point géographique. On a la zone Amérique du Sud, la zone Amérique du Nord centrale. On y inclut les Caraïbes, la Jamaïque, le Panama, Nicaragua, tout ce qui n'est pas Amérique du Sud, ça joue dans la partie Amérique du Nord. Il y a l'Océanie, il y a l'Asie,
et il y a l'Afrique. Donc, qualification par continent, plus ou moins. La zone Europe, comme je l'ai dit, c'est en train de se jouer actuellement. Il y a déjà des équipes qualifiées pour, euh, pour la Coupe du Monde 2026 dans d'autres zones. Je crois que les qualifications sont terminées euh, en Amérique du Sud. Donc on a l'Argentine, le Brésil, l'Équateur, l'Uruguay, la Colombie et le Paraguay qui vont prendre part à la Coupe du Monde 2026. Alors, peut-être qu'avant. Ouais, donc je vais commencer par là. Donc, ouais, au niveau des équipes qualifiées, je ne vais pas tous les faire, mais il y en a, du coup, les qualifications pour les zones Amérique du Sud, je crois que c'est fini. Asie aussi. Afrique, c'est pas fini. Mais on a déjà le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Algérie qui sont qualifiés. En Océanie, c'est la Nouvelle-Zélande, hein. À chaque année, c'est eux qui s'en sortent. Et côté Amérique du Nord, du coup, les trois pays hôtes, États-Unis, Canada, Mexique, sont qualifiés d'office. Ça, c'est comme la Russie en 2018, le Qatar en 2022. C'est des équipes qui, comme elles accueillent, elles sont qualifiées d'office. Voilà. Pourquoi il y a autant d'équipes qui vont être qualifiées cette année? Vous êtes peut-être surpris d'entendre, par exemple, si je vous dis que l'Ouzbékistan va participer à la Coupe du Monde 2026, vous pouvez être surpris et vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'un si petit pays avec un si petit coefficient UEFA, c'est pas coefficient UEFA pour les nations, j'ai plus le terme, mais vous m'avez compris, arrive à se qualifier, c'est tout simplement parce que le format de la Coupe du Monde va changer. Je ne sais pas si on en fera une vidéo à part. Je pense qu'on en parlera quand je ferai une vidéo pour la prédiction Coupe du Monde 2026. D'ailleurs, j'ai bien hâte de faire un petit peu tous mes pronostics. On fera ça cet été, du coup. Euh, mais le format a changé. On passe oh, pardon, je reviens ici. On passe comment dire, d'un système, pardon, à 32 équipes avec 8 poules de 4 à un système à 48 équipes en 2026. Donc ça fait quand même plus 16 équipes. Voilà, les calculs, ça, vous avez compris, les mathématiques, ça vit bien. Donc, dans l'ancien système qui était en place jusqu'à la dernière Coupe du Monde en 2022, on avait 8 poules de 4 équipes et à chaque fois, les deux premiers de chaque poule étaient qualifiés pour les huitièmes de finale. Et donc, ça faisait huitième, quart, demi et la finale, basiquement. Là, le système, il va changer. Donc il y a plus 16 équipes qui sont réparties selon la zone, selon les zones, pardon, selon leur classement. Et donc par exemple la zone Europe, elle gagne 3 équipes par rapport au format précédent. La zone d'Afrique, elle gagne 4 équipes. Et donc le format, ça va être quoi? Ça va être du coup 12 poules de 4 équipes. Tous les deux premiers de chaque poule sont qualifiés, donc ça fait déjà 24 équipes. Et vous rajoutez à ça les 8 meilleurs troisièmes, donc de ces 12 poules, pour faire 32 équipes. Et donc 32 équipes, 16e, 8e, quart, demi-finale. Donc on rajoute un tour, en fait, tout simplement. C'est ça le plus gros changement. On rajoute un tour et donc on rajoute des matchs. Encore une fois, est-ce que c'est fait d'un point de vue sportif ou business? Je vous laisserai en juger. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais c'est peut-être pas ce qui vous intéresse. Mais voilà, le nouveau système, ça va être ça. On verra ce que ça donne en 2026. Je sais que souvent, en tant que fan de foot et de sport en général, on est assez fermé au nouveau système, au nouveau format, aux évolutions dans notre sport, parce qu'on peut se dire que ça dénature un peu ou que pour les records, par exemple, le record du nombre de buts sur une Coupe du Monde, ça du coup c'est fini, on va entamer une nouvelle ère. D'ailleurs, qui a le record de nombre de buts euh, sur une Coupe du Monde? Je dirais Klose.
Mais alors, laissez-moi regarder. Est-ce que ma culture foot va me trahir? Eh oui, non, c'est juste Fontaine, évidemment. Euh, Klose est même pas dans le top. Eh oui, juste Fontaine, évidemment, en 58. Voilà, vous vous en souvenez tous. 13 buts. Bref, c'est pas la question. Mais du coup, voilà, Juste Fontaine sera à tout jamais le meilleur buteur sur une phase de Coupe du Monde à 32 équipes. Là, on ouvre une nouvelle page, 48 équipes, et on aura des nouvelles statistiques, des nouveaux records qui vont être établis. Donc très hâte de voir ça. Euh, Moi, j'attends de voir. C'est vrai que par exemple, quand on a eu la Coupe du Monde au Qatar en hiver, tout le monde était plus que sceptique. Bon, après, moi j'étais sceptique aussi sur des raisons humanitaires, écologiques, tout ça. Tout ça, j'étais un peu opposé à la venue de la Coupe du Monde au Qatar. Au final, si on oublie cet aspect-là, même si c'est compliqué de l'oublier, mais si on parle que sportif, la Coupe du Monde au Qatar, c'est une grande réussite. Je pense que on peut être tous d'accord là-dessus. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est une belle réussite. Après, en tant que Français, forcément, quand la France va en finale, même si on perd, voilà, c'est plus simple de dire que c'est une réussite. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que le fait que ça soit en hiver, ça n'a pas trop dérangé. Même si on préfère quand c'est en été, évidemment. Mais voilà, hâte de tout ça pour dire que le nouveau format de la Coupe du Monde, on va voir ce qu'il donne en 2026. Basiquement, ça va juste rajouter un tour euh, et plus de matchs. Voilà. Pour revenir à l'équipe de France, parce que c'est quand même la base du sujet, c'est vrai que je m'égare un peu, je divague, je digresse, mais bon, c'est pas grave, on est là pour ça. Du coup, la France affrontait l'Azerbaïdjan hier pour sa qualification. Alors, c'était le troisième ou quatrième match de qualification, le troisième. Ouais, on avait déjà battu l'Ukraine 2-0 et l'Islande 2-1. Ouais, si vous vous demandez comment c'est les qualifications pour la zone euro, c'est des poules de 4 et je crois que c'est pareil les deux premiers qui se qualifient pour la Coupe du Monde, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc voilà, la France est première de son groupe. Si on se penche un peu plus côté tactique sur ce match, même si c'est compliqué, on va pas en parler pendant 20 minutes, hein, parce que l'Azerbaïdjan, comme je l'ai dit en début de vidéo, ou pas d'ailleurs, je ne me souviens plus, j'ai la mémoire courte, c'est pas la plus grande nation au monde et au niveau qualité. C'est vrai que c'est compliqué. Ils n'ont qu'un seul joueur qui joue en Europe dans l'un des. Bon, ils jouent même pas dans l'un des 5 grands championnats parce que leur seul joueur qui joue en Europe, il joue en D2 allemande. Et après, pour la plupart, c'est des joueurs qui jouent au pays, en Azerbaïdjan, notamment au club de Karabagh, qui d'ailleurs fait un très bon début de parcours européen. Ils ont gagné, je crois, leurs 2 premiers matchs en Ligue des Champions. Donc vraiment la darling de ce début de saison européen, on verra ce que ça donne. Mais voilà, tout ça pour dire que les joueurs, c'est pas forcément les plus techniques, les plus tactiques, qui ont le plus de bagages au niveau. Donc on ne s'attendait pas forcément à une opposition forte. D'ailleurs, on n'a pas eu, hein, je spoil, mais victoire 3-0 de l'équipe de France. Et je ne sais pas si l'Azerbaïdjan a cadré plus d'une frappe. Je crois qu'il doit en avoir une ou deux cadrées, pas plus. En tout cas, pas de danger sur la cage de Mike Maignan. Mais j'ai quand même envie de revenir sur la compo et sur les choix qui sont faits par Didier Deschamps. Je rappelle que Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, jusque la Coupe du Monde 2026, c'est sa dernière compétition européenne. Après, il rendra le poste et il le transmettra peut-être à une légende du football français. En tout cas, c'est ce qui se dit dans les coulisses. Je parle évidemment de Zinedine Zidane. Ça fait combien de temps que Zidane il est en rumeur pour reprendre l'équipe de France? Bah, depuis que. Ouais, même avant, en fait, depuis il avait repris le Real Madrid. Je sais, ouais, depuis qu'il a repris et quitté le Real Madrid,
On se dit qu'il peut reprendre l'équipe de France. Mais voilà, tout ça pour dire que Didier Deschamps, c'est sa dernière compétition européenne. Donc là, il doit construire un groupe, un collectif, parce que on sait que gagner une Coupe du Monde, c'est bien d'avoir des talents, mais il faut vraiment construire une équipe qui est soudée, un groupe de 26 qui est prêt à se battre les uns pour les autres, que ce soit les titulaires, les remplaçants, que chacun connaisse bien son rôle, que chaque joueur apporte à l'équipe, même s'il ne joue pas une minute. Euh, Si on prend l'exemple de Rami, par exemple, en 2018, champion du monde, il n'a pas joué une minute, mais combien de fois les joueurs ils ont loué son implication, son importance en fait au sein du groupe et dans le vestiaire. Je sais que ça fait un peu cliché de dire voilà, c'est un joueur de vestiaire, mais en fait, je pense que c'est tellement souvent dit et tellement souvent souligné par les joueurs, les entraîneurs et les staffs que bah, moi je finis par y croire et c'est évident qu'une ambiance de vestiaire c'est essentiel pour aller loin dans une compétition européenne comme la Coupe du Monde. Pas européenne, faut que j'arrête de dire européenne, une compétition internationale comme la Coupe du Monde. Donc voilà, il faut construire au fur et à mesure et ça commence par là, par les trêves internationales qui permettent de construire ce groupe-là. Donc malheureusement, Didier Deschamps, il a fait des choix, mais malheureusement, ces choix, ils sont un peu contraints parce quand je dis on, je parle de l'équipe de France, on traverse une phase de turbulence en termes d'infirmerie, notamment le front offensif. Je ne sais pas si je vais tous les citer, mais déjà ceux que j'ai en tête, Barcola blessé, Dembélé blessé, Doué blessé, Thuram blessé. Déjà quatre joueurs qui sont d'habitude dans les groupes de Didier Deschamps qu'il n'a pas pu appeler. On avait aussi du Tchouaméni suspendu. Derrière, Konaté blessé, je crois. Donc il y avait pas mal d'absents quand même. Ça, c'est un peu handicapant parce qu'on sait que les trêves internationales, c'est le meilleur moyen de construire un groupe, comme je l'ai dit, mais surtout des affinités en dehors et sur le terrain aussi, des automatismes. Et là, bah, c'est pas possible parce que les joueurs ils sont blessés. Il y aura encore des matchs, hein, la trêve internationale. euh, il y aura encore une ou deux trêve jusqu'à la Coupe du Monde. Bah non, après il y a les préparatifs, donc peut-être deux trois. Je sais pas, je me renseignerai plus précisément. Mais voilà, en tout cas, celle-là, on n'aura pas droit aux joueurs qui seront normalement là pour 2026. Après, ça peut encore bouger, on n'est qu'en octobre. Mais voilà, étant donné ces absences, il a bien fallu aligner un 11, même si, comme je l'ai dit, aligner un 11 contre l'Azerbaïdjan, ça va, on ne prend pas trop de risques. Pour ce match, Didier Deschamps, il a fait le choix d'un 4-4-2. Alors, est-ce que c'est un système qu'il a mis en place parce qu'il en a été contraint par les blessures, ou alors c'est la manière dont il veut jouer pour la Coupe du Monde? Moi, je pencherais plutôt sur le fait que ce soit contraint par les blessures, parce que Deschamps, il nous a plutôt habitués à un 4-2-3-1 ou des 4-3-3. Donc moi, je pencherais plus sur, si je devais mettre une petite pièce, je pencherais plus là-dessus pour la Coupe du Monde. Mais là, c'était un 4-4-2 avec Mbappé et Ekitike en numéro 9, hein, à deux, même si Ekitike a fait plus figure de numéro 9 et Mbappé 9,5 qui tournait autour un petit peu. Euh, Sur les ailes, il y a eu le choix de mettre Olysée à gauche et Kingsley Coman à droite. Ça a été compliqué pour Olysée. Si je vous dis un peu la physionomie du match rapidement, il n'y a pas grand-chose à débriefer parce que c'est une attaque-défense. En fait, l'Azerbaïdjan, ils vont essayer de tenir le résultat nul le plus longtemps possible. D'ailleurs, ils vont pas mal y arriver parce qu'ils prennent le but de Mbappé en toute fin de mi-temps, en toute fin de première mi-temps.
Donc ils tiennent peu ou prou une mi-temps, ce qui est déjà pas mal face à l'équipe de France qui est top 3 nations au monde. Je dirais top 2, top 3 derrière l'Espagne et l'Argentine selon moi. Belle performance quand même des Azerbaïdjanais, je crois que ça se dit comme ça. Donc ouais, 4-2 avec des ailes Olysée Coman. Et Olysée, il a eu un peu de mal euh, face à cette défense très regroupée et très agressive de l'Azerbaïdjan. Moi, je le préfère dans l'axe, si je dois être honnête, Olysée. Euh, c'est un peu... il sait le faire sur l'aile, jouer ailier. Il est percutant, technique, rapide. Donc il n'y a pas de souci, hein, il est clairement capable. Mais je trouve qu'à l'intérieur, il ramène vraiment une vision de jeu, une qualité de passe que je trouve intéressante. Là, on a vu un peu ses défauts en tant qu'ailier. Il n'a pas réussi à trouver, à trouver même son rythme. Je l'ai senti un petit peu en deçà, clairement. Ça allait mieux pour Coman, mais l'agressivité aussi de l'Azerbaïdjan n'aidait pas et ils ont peu trouvé de véritable décalage. Là où j'ai bien aimé, par exemple, l'apport de Malo Gusto, qui était titulaire à droite en l'absence de Koundé. Je ne l'ai pas mentionné dans les absents, mais Jules Koundé, il fait partie aussi de la longue liste des... Non, il était sur le banc, je raconte n'importe, donc c'est un choix de Deschamps. Peut-être qu'il avait une gêne ou alors le Barça l'a pas a donné des indications, je ne sais pas. Mais en tout cas, choix de Didier Deschamps de mettre Malo Gusto qui fait vraiment un bon début de saison avec Chelsea. Et, et c'est vrai que je n'aurais pas pensé dire ça il y a 4 ans, au vu de la Coupe du Monde de Koundé et même ses matchs après, euh, depuis 2022. Mais Malo Gusto peut prétendre à la place de latéral droit. Moi, je le trouve très intéressant. Défensivement, je pense que Koundé est meilleur. Mais offensivement, il a vraiment cette capacité d'apporter, de se projeter une qualité de centre que je trouve très supérieure à la moyenne. Donc ça aussi, ça va être important de voir comment Deschamps va gérer la concurrence Koundé Malo Gusto. Bon, après, vous me direz, vaut mieux trop que pas assez, ce qui est un peu le cas sur le côté gauche où on est encore obligé de se farcir Théo Hernandez. En 2025, ça devient compliqué, surtout avec les affaires qui traînent, Théo Hernandez, mais bref. Euh, on manque de latéral gauche de qualité. Je pense que ça va être un défaut pour l'équipe de France quand on va affronter des équipes de haut niveau international. Mais bon, voilà, peut-être que Théo Hernandez me fera mentir, j'espère. En tout cas, tout ça pour dire que la France s'est imposée face à l'Azerbaïdjan grâce à un gros match de Kylian Mbappé. Avec les absents, du coup, il y avait aussi de la place à prendre pour des joueurs qui ont été appelés un petit peu en renfort et en dernière minute. Je pense à Marnès Akliouche, je pense à Jean-Philippe Mateta, je pense à Florian Thauvin. Tous les trois sont entrés et ont fait vraiment ce qu'on attendait d'eux, même voire plus pour Florian Thauvin qui a été buteur sur un sacré beau but, un très bel enchaînement de volets. Vous irez le voir si ça vous intéresse, mais je trouve le but de Thauvin assez beau. Mais voilà, les entrants, ils ont vraiment apporté. Ils ont montré que leur place en équipe de France, elle n'est pas volée et ils peuvent rentrer dans la discussion pour les prochaines listes. Après, c'est vrai que quand Dembélé, Barcola, Doué vont revenir, Thuram, je le mets un cran en dessous, mais ça reste quand même un attaquant qui a des références sur la scène européenne. Il est quand même finaliste de Ligue des Champions l'année dernière avec l'Inter de Milan. Donc il a des références. Ça reste moins fort que Dembélé, Barcola, Doué pour moi. Mais il va prétendre à une place dans le groupe assez solidement. Et donc ces joueurs-là, bon,
C'est vrai que Thauvin pour la Coupe du Monde 2026, ça va être compliqué. Mateta, je pense que ça va être compliqué aussi. Mais par exemple, Akliouche ou des joueurs comme Nkunku aussi, et ben, il y a peut-être une carte à jouer. Faut faire une énorme saison. Clairement, on va pas se mentir, avec leur club. Euh, Nkunku avec Milan, Akliouche avec Monaco. Faut faire une énorme saison. Faut stater et faut espérer aller chercher cette place en 2026. Et je trouve qu'ils ont bien commencé. Euh, Akliouche, apparemment, ça s'était pas super bien passé, que ce soit sur le terrain, on l'avait vu, mais dans le vestiaire, il n'avait pas vraiment trouvé sa place euh, pour sa première sélection, donc la trêve internationale précédente. Et là, je l'ai trouvé plutôt bon. Bonne entrée de Akliouche face à l'Azerbaïdjan. On verra ce qu'il donne face à l'Islande lundi, du coup. Ouais, c'est ça, lundi soir. Euh, S'il joue, évidemment. Mais voilà, faut tout donner parce que être dans le groupe pour une Coupe du Monde, dans une équipe aussi compétitive que la France, c'est se donner la possibilité d'être champion du monde. Et on sait que ça reste. Vous n'enlèverez jamais le titre de champion du monde à Adil Rami. Vous n'enlèverez jamais le titre de champion du monde à Mandanda, à des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup joué à Areola par exemple. Mais ils étaient dans le groupe et ça compte pour toute une carrière et pour toute une vie. Voilà, donc il faut se battre et aller chercher les places. Euh, Plus généralement, si on parle de la qualif de la France parce que c'était quand même j'ai plus le mot, le but du match, même si c'est pas bien dit, mais ouais, c'est ça le but du match. Ça va aller pour la France, je pense. Le groupe composé de l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan, ça nous pose pas trop de problèmes. On a déjà gagné les trois premiers, donc on est premier avec 9 points. Il va nous rester du coup la phase retour. On va réaffronter les trois mêmes équipes, hein. Vous avez compris, c'est une poule de 4. Euh, donc ça devrait aller pour la France. Mais je pense que l'enjeu, il est plus, comme je l'ai dit, dans le fait de construire un groupe solide autour de Didier Deschamps, qu'ils arrivent tous, nouveaux comme anciens, à vraiment comprendre ce que demande le sélectionneur, même si c'est pas toujours facile. Je suis pas le plus grand défenseur de Didier Deschamps, rassurez-vous. Euh, J'avoue, j'ai un peu hâte qu'il s'en aille aussi, même si tout le respect, hein. Merci pour la Coupe du Monde 2018, magnifique. Mais je pense que ça peut faire du bien à l'équipe de France, un petit peu de sang neuf. Mais je pense aussi que c'est important que ses idées de jeu se diffusent, infusent dans le groupe, que tout le monde connaisse son rôle, voilà, et trouve sa place. Euh, et ces trêves internationales sont là pour ça. Donc voilà. Il avait l'air aussi un petit peu énervé après le match contre l'Azerbaïdjan. Donc ça, attention, faut aussi pas que ces matchs-là, qui sont considérés comme plus faciles, ça nous desserve. Faut vraiment les prendre et faire le plein de confiance. C'est hyper important pour moi. Euh, Après, tant qu'on perd pas, je pense que ça va aller la confiance et petit à petit, je pense que les joueurs ils vont de plus en plus apprendre à se connaître. C'est vrai que là, c'était l'une des premières fois où Mbappé jouait avec Ekitike, Olysée sur un côté, Coman aussi, il a signé à Al Nasser, c'était sa première fois depuis qu'il avait signé en Arabie Saoudite en équipe de France. Donc voilà, il y a des choses à mettre en place, il y a des dynamiques à trouver ou retrouver. Et je m'en fais pas pour l'équipe de France pour sa qualification, mais j'attends de voir comment on peut se préparer au mieux pour un événement qui va être hyper important, la Coupe du Monde 2026, hein. Je vous fais pas de dessin, c'est tous les 4 ans une Coupe du Monde. C'est le trophée le plus prestigieux sur la scène internationale. On l'a gagné en 2018, on a perdu en finale en 2022. Euh, Il y a cette frustration-là, il y a cette volonté de retourner au top. Donc très hâte de voir ça. J'espère pouvoir au mieux vous informer sur l'actualité de la Coupe du Monde cet été. Euh, on verra ce qui paraît, mais voilà, j'ai très très hâte d'y être déjà.
Et en attendant, eh ben on va continuer de parler de l'équipe de France et de la Ligue 1. J'espère que je serai épargné par les problèmes techniques et que puisse, pour que je puisse continuer à vous envoyer ces petites vidéos. Voilà, ça me fait bien plaisir. Euh, Sinon, je pense que c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter. Je mettrai mon Twitter en description comme d'habitude. Si vous voulez suivre un petit peu des live tweets de matchs en Ligue 1, même si là c'est la trêve, ça reprendra la semaine prochaine, ne vous en faites pas. Euh, En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo tout simplement. Et voilà, portez-vous bien et salut.